Il est 20 h à Abidjan. Bonsoir à tous. Voici les titres de l'actualité de ce mercredi 18 avril. À la une, le départ du chef de l'État du Koweït après une mission bien remplie. Signature d'accord, audience, échange, tour d'horizon sur les grands sujets. Le point dans ce 20 h. Dans ce 20 h également, on ira à Washington. Le Premier ministre, lui, est sur place dans le cadre des assemblées de printemps du FMI et de la Banque mondiale qui s'ouvrent demain. Quel enjeu pour la Côte d'Ivoire? C'est ce que nous verrons tout à l'heure. Pas de prolongation après le 30 avril prochain. Là maintenant, on parle de téléphonie mobile. Les retardataires ont 12 jours pour se faire identifier. Avertissement du ministère de la Communication. L'actualité à l'étranger, ce mercredi nous emmène au Zimbabwe pour voir la première fête de l'indépendance de l'après-Mugabe. Le nouveau chef de l'État met l'accent sur des élections générales libres et justes cette année. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Le président Alassane Ouattara a achevé sa visite officielle au Koweït. Le chef de l'État a obtenu du Fonds koweïtien pour le développement plus de 300 milliards de francs CFA pour le financement de 3 projets prioritaires. Le premier concerne la construction d'un CHU à Bobo, le financement d'une partie de la réalisation de la baie de Cocody et la construction de 8 collèges et lycées d'excellence. Mais avant son départ, le président Alassane Ouattara a reçu de hautes personnalités de cette monarchie parlementaire. Abiba Dambélé Sahué, notre envoyé spécial au Koweït. Le séjour koweïtien du président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, a été rythmé par les visites de toutes les hautes personnalités du royaume. Le président du Parlement koweïtien, Marzouk Ali Al-Ghanin, un parlement monocaméral composé de 65 membres, dont 50 élus au suffrage direct par 5 districts électoraux, désignant chacun 10 parlementaires pour 4 ans et 15 membres désignés par le pouvoir. Les dernières élections ont eu lieu le 26 novembre 2016. Ce Parlement dispose de certains pouvoirs, notamment le contrôle de l'action du gouvernement et des ministres. Le président Alassane Ouattara et son hôte ont évoqué l'actualité sociopolitique et économique et souhaité le renforcement de la coopération entre les parlements des deux États. Le chef de l'État a informé le président du Parlement des avancées démocratiques en Côte d'Ivoire, les élections législatives et sénatoriales organisées de façon transparente et ouverte. Le vice-président du Conseil des ministres et ministre des Affaires étrangères s'est lui félicité du fait que la Côte d'Ivoire préside le Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'Organisation de la coopération islamique. Le président Alassane Ouattara a salué le soutien du Koweït depuis 1999 dans le financement de 6 grands projets en Côte d'Ivoire d'un montant de 58,4 milliards de francs CFA dans les domaines de l'agriculture, des infrastructures routières, de l'équipement et de l'éducation. Il a ensuite sollicité l'appui exceptionnel du Fonds koweïtien pour le financement des projets issus du Programme national de développement 2016-2020. Le Premier ministre, son Altesse Cher Jaber Moubarak Al-Hamad Al-Sabah, a été la dernière personnalité de premier plan à être reçue par le président Alassane Ouattara au palais Bayan. Les deux personnalités se sont félicitées de l'excellence des relations d'amitié et de coopération qui existent entre les deux pays depuis 1993 et se sont engagées à renforcer la coopération entre les deux États dans les domaines économiques. Le président et son hôte ont salué la convergence de vues dans le cadre de la résolution des conflits dans le monde, conformément à leurs mandats respectifs au sein du Conseil de sécurité de l'ONU, où ils siègent en qualité de membres non permanents depuis janvier 2018. Avant le chef du gouvernement, l'ancien Premier ministre du Koweït a rendu une visite de courtoisie à son ami et frère, le président Alassane Ouattara. Le président Alassane Ouattara qui a quitté le Koweït ce mercredi après une mission bien remplie. Pendant ce temps, le Premier ministre Amadou Koulibaly, lui, est à Washington dans le cadre des assemblées de printemps de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. Assemblée qui s'ouvre demain pour prendre fin le 23 avril à Washington. Donc, quel enjeu pour la Côte d'Ivoire? Élément de réponse avec Alexis Ouedraogo. Digbo et aide-maçon.
Cette semaine, dans sa région, des travaux de construction d'une usine ont démarré. Les travaux sont prévus pour 3 ans, 3 années durant lesquelles Digbe pourra travailler sur le chantier, prendre soin de sa famille et faire des économies. Mais pour que cette usine voie le jour, il a fallu un programme inscrit dans un plan structuré par le gouvernement. On parle du plan national de développement. Et pour que ce plan soit mis en œuvre, il faut de l'argent, beaucoup d'argent. Chaque année donc, à l'instar de la Côte d'Ivoire, de nombreux pays africains et européens, en dépit de leurs ressources internes, se retrouvent sur des marchés financiers internationaux pour lever des fonds indispensables à l'exécution de leur politique économique. Du 9 au 15 mars dernier, le Premier ministre ivoirien Amadou Gon Coulibaly était sur les places financières de Londres, New York, Francfort et Paris. Le pays a levé un peu plus de 1115 milliards de francs CFA à travers l'émission d'un eurobond à 2 tranches. Une opération inscrite dans le cadre du financement du budget 2018. Tous les fonds levés permettront de financer les investissements prévus au budget et de stimuler la croissance à travers des créations d'usines comme celle dans laquelle travaillera Digbe ou toute autre infrastructure. Cette semaine, le chef du gouvernement refait sa valise. Amadou Gon Coulibaly part à Washington où il prendra part aux assises des institutions financières de Bretton Woods. Une sortie qui intervient au terme d'une mission des services du FMI en Côte d'Ivoire avec un rapport édifiant. Les perspectives pour la croissance en 2018 et le moyen terme restent solides pour une croissance soutenable et inclusive. Et la visite du vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique, Makhtar Diop. Mieux, le 10 avril dernier, la Banque mondiale a accordé un prêt de 107 milliards de francs CFA, l'une des nombreuses retombées de la présence ivoirienne aux assemblées de 2017. Le prêt permettra d'accompagner la transformation de l'Anacarde, un financement qui va créer de nouvelles opportunités de diversification et donner une plus grande impulsion à la production industrielle grâce à la transformation locale des produits de l'Anacarde. 440 000 emplois pourraient être créés, dont au moins 60% destinés aux femmes. À Washington, le Premier ministre et ses experts partageront la position et la vision du pays sur les enjeux de l'économie mondiale, mais également sur l'économie nationale. Ils présenteront les besoins de financement du pays, histoire de mobiliser des ressources pour les programmes de développement à venir. Le gouvernement, il faut le souligner, s'est engagé dans son programme d'action prioritaire 2018 à faire que chaque Ivoirien jouisse pleinement des retombées de la santé économique du pays. Et avant son départ, le Premier ministre a ouvert hier le FEMUA, le Festival des musiques urbaines d'Anoumambo. Le FEMUA a décidé de coller à l'actualité cette année qu'est l'immigration clandestine. En clair, le sujet au centre des festivités est jeunesse et immigration clandestine, nous dit Abou Sanogo. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly à Anoumambo dans la commune de Marcory pour lancer officiellement le FEMUA 11. Le festival des musiques urbaines d'Anoumambo, organisé par le groupe Magic System. Tribune par excellence de promotion des rythmes musicaux urbains, le festival des musiques urbaines d'Anoumambo se veut une plateforme de sensibilisation sur les grandes problématiques du continent et aussi un espace de solidarité. Et pour cette 11e édition, les initiateurs ont choisi pour thème « Jeunesse et immigration clandestine ». Le thème de cette 11e édition nous interpelle tous. Malgré les efforts des États, le mal persiste et les conséquences sont désastreuses. La normalisation de la vie nationale grâce aux actions du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara et du gouvernement ont favorisé la création de nombreux emplois et un cadre de vie paisible et propice aussi bien pour les investissements que pour l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes en Côte d'Ivoire. Je voudrais lancer une invite à plus d'engagement dans la lutte contre l'immigration clandestine. Ce n'est pas l'affaire du gouvernement seul. Nous sommes tous concernés. Ensemble, nous pouvons mettre fin à cette gangrène. Pour le ministre de la Culture et de la Francophonie, le FEMUA a créé de l'emploi. Il a donc plaidé auprès du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, parrain de la cérémonie, pour son inscription au budget de l'État. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, parrain de ce FEMUA 11, a félicité Magic System pour le choix du thème et a exhorté la jeunesse à se détourner de ce fléau. Chère jeunesse de Côte d'Ivoire, certains parmi vous veulent partir à la recherche de l'hypothétique bonheur, les conduisant le plus souvent à la mort. Nous allons tout faire
pour créer les conditions de votre épanouissement dans votre pays. C'est le sens de notre mission aux côtés du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara. Entendez les témoignages de vos frères et sœurs en Libye et ailleurs, partis dans des conditions catastrophiques et que le gouvernement a dû ramener au pays. Sachez, chers jeunes, que nous allons prendre encore plus soin de vous. Nous ne voulons pas que vous quittiez votre maison, vos familles. Nous allons tout faire pour que cela n'arrive plus jamais. Vous êtes une priorité pour le président de la République. La finalité des actions de votre président, c'est de créer des emplois, c'est d'améliorer vos conditions de vie. Puis le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a procédé à la pose symbolique de la première pierre d'une maternité qui sera bientôt construite par le groupe Magic System dans le département de Toumoudi. Le FEMUA 11 se décline en plusieurs activités, aussi bien à Abidjan qu'à Korogo. Et après l'ouverture du FEMUA, le Premier ministre a quitté Abidjan pour Washington dans le cadre des assemblées de printemps de la Banque mondiale et du FMI. Au chapitre politique, Pascal Affi-N'Guessan était ce mercredi face à la presse. Le président du Front populaire ivoirien a donné son opinion sur l'actualité politique nationale, notamment la réforme de la CEI et l'installation du Sénat. Le point avec Moussa Konaté. La fête de la liberté, une célébration pour marquer le combat mené par le Front populaire ivoirien depuis les années 90. Après 2 années d'interruption, le FPI renoue avec la tradition cette année. La fête de la liberté se tiendra le 12 mai prochain dans la commune de Yopougon. Le thème retenu cette année est à la reconquête des libertés. Les libertés, leur conquête, leur préservation et leur reconquête sont une quête permanente. Cette quête a rythmé la vie et l'histoire politique du FPI et c'est dans cette dynamique que s'explique et s'inscrit la célébration cette année encore de notre prochaine fête de la liberté. Face à la presse, le président du FPI maintient sa position sur la réforme de la Commission électorale indépendante CEI avant les futures échéances électorales. Abordant la question du Sénat, installé le 12 avril dernier, Pascal Affi-N'Guessan confirme la non-participation de son parti aux activités de l'institution. C'est dans ce local situé aux 2 plateaux Vallon, à Cocody, que le FPI siège désormais, lieu où Pascal Affi-N'Guessan et son équipe travaillent pour la reconquête du pouvoir en 2020. Et voilà, sur les traces des leaders de l'opposition, votre dossier politique de demain, jeudi 20h. La politique, mais surtout la paix, message de la ministre de la Femme, de la protection de l'enfant et de la solidarité. Mariatou Koné sensibilise les populations sur la préservation du climat de paix et le renforcement de la cohésion sociale pour le développement de la Bagoué. Dans cette région, plusieurs localités ont été le théâtre d'affrontements et de crises communautaires ces derniers mois. Mamadou Kouassi pour plus de détails. Dans la région de la Bagoué, les cadres et la population ont décidé d'accompagner le conseil régional ainsi que le gouvernement dans la réalisation d'infrastructures socio-économiques de base. Ce sont plusieurs écoles et centres de santé qui sont construits par les mutuelles de développement. Une véritable politique de développement bien appréciée par la ministre Mariatou Koné. Pour elle, ces actions sont le fruit de l'esprit de solidarité et d'union qui règne entre les cadres de la région de la Bagoué. La ministre de la Femme, de la protection de l'enfant et de la solidarité, Mariatou Koné, appelle l'ensemble des populations et les cadres à renforcer davantage la paix dans la Bagoué. À Kouloussan, dans le département de Tengrela, elle a félicité les populations qui ont réuni 30 millions de francs CFA pour la construction de leur centre de santé. Une action qui exprime selon elle le vivre ensemble prôné par le président de la République, Alassane Ouattara. Personne ne viendra faire le développement de vos villages et de votre région à votre place. Vous l'avez bien compris, vous vous êtes mis ensemble et voilà ce que vous êtes en train de faire. Vous nous réunissez ici aujourd'hui et je voudrais vous féliciter pour le travail que vous avez entrepris et vous encourager à aller de l'avant. Continuez comme vous avez commencé parce que vous servez de modèle dans toute la Bagoué. Et la Bagoué, en s'inspirant de votre exemple, m'aide dans mon travail que m'a confié son Excellence, Monsieur le Président de la République. Dans toutes les localités visitées, la ministre en charge de la solidarité salue les actions du corps préfectoral qui œuvrent au quotidien pour la paix.
Le professeur Maria Toukone exhorte l'ensemble des populations à saisir les autorités compétentes en cas de divergence et non à se faire justice soi-même. Elle souhaite que les conflits de Kanakono, dans le département de Tengrila et des villages de Kasséré soient de lointains souvenirs pour l'ensemble des populations des 3 départements de la région de la Bagoué. Message bien apprécié par les populations qui ont décidé d'être des ambassadeurs de paix pour prôner davantage le vivre ensemble tout en renforçant la cohésion sociale. Dans la même veine, les jeunes de la région du Cavali demandent pardon au chef de l'État et à la nation pour leurs actes d'incivisme à Guiglo. Événement malheureux du 17 février dernier, la ministre Anne Désiré Ouloto invite les populations à la cohésion sociale. Ève Boué, notre correspondante à l'Ouest. Aoukongue, entendez pardon en langue oué, ou nous, jeunes de Bleulequin et du Cavali, demandons pardon au chef de l'État et à la nation entière, sont entre autres les messages qu'on pouvait lire ça et là sur cette place publique à Bleulequin. Nous sommes à la journée du pardon au chef de l'État et à la nation ivoirienne. Une initiative de l'Union de la jeunesse du Cavali suite aux nombreux actes d'incivisme des jeunes dans la région au cours de ces derniers mois, surtout à Guiglo lors du conflit foncier de Gwendébé et à Bleulequin le 17 février dernier. Soutenus par la chefferie traditionnelle et l'ensemble des élus et des cadres, les jeunes de Guiglo, de Bleulequin, de Taï et de Toulepleu demandent pardon. Nous, jeunes du département de Bleulequin, sommes rendus coupables d'actes d'incivisme. Des actes qui, bien évidemment, ternissent l'image des jeunes de la région. Nous organisons cette cérémonie pour essuyer l'affront que nous avons fait à notre propre nation. Pardon au président, pardon à toutes les autorités venues servir dans notre région, écorchées par notre faute. Pardon au préfet de région, au corps préfectoral et aux autorités. Pardon à tous. La ministre Anne Désiré Ouloto, fille de la région et patronne de cette cérémonie, rassure les jeunes. Le président de la République dirige la Côte d'Ivoire en bon père de famille. Il vous a déjà pardonné. C'est la raison pour laquelle je suis ici. Elle a en outre sensibilisé les jeunes à se détourner des actes d'incivisme, les invite à respecter les symboles de l'État et à se battre pour leur avenir. Je voudrais donc saisir cette opportunité pour dire aux jeunes que l'option de la violence est une mauvaise option. L'option de la vengeance est une mauvaise option. Nous sommes dans un état de droit. Il faut faire confiance à notre justice. Chaque fois qu'un citoyen aura mal agi, c'est à la justice de prendre ses responsabilités et d'apporter une suite à ce genre d'agissement. Il n'appartient pas à la population de se rendre justice. Je voudrais également dire aux jeunes que ce que le gouvernement attend d'eux, c'est qu'ils se mettent au travail, c'est qu'ils saisissent les opportunités qui sont chaque jour mises à leur disposition pour assurer une relève intelligente demain. Et pour apporter des réelles solutions aux problèmes des jeunes dans cette région, des états généraux de la jeunesse sont annoncés pour très bientôt. Un mot de santé avec ce message important. Il est interdit de masser quelqu'un qui a fait un AVC. C'est ce qu'on retient des assises des masseurs kinésithérapeutes d'Afrique francophone. Ils sont près de 150 venus des États-Unis, d'Europe et d'Afrique pour partager leur expérience. Ils interviennent dans des cas qui empêchent l'homme de bouger normalement. La suite avec Ami Sissoko. Les masseurs et kinésithérapeutes en Côte d'Ivoire sont une centaine, tous formés à l'Institut national de formation des agents de santé à Abidjan, INFAS. Aider les malades à améliorer leurs fonctions motrices perturbées de façon manuelle ou avec des instruments, c'est à cela que s'attellent les masseurs kinésithérapeutes. Nous intervenons dans tous les domaines de spécialité de la médecine. Donc tout ce qui est atteint sur le plan fonctionnel, c'est-à-dire les prises en charge de douleurs, par exemple, comme les sciatiques, les lombalgies et autres, et toutes les atteintes de la locomotion, donc les arthroses, les cas d'AVC, en général, tout ce qui empêche l'homme de bouger normalement. À Abidjan se tient la première édition de la formation africaine de kinésithérapie.
Premier volet de cette rencontre scientifique, la formation clinique. Le second, le plaidoyer pour la promotion de la kinésithérapie. Réunis masseurs kinésithérapeutes ivoiriens d'Afrique francophone et de la Confédération mondiale pour la thérapie physique. Occasion pour cette dernière de les outiller. Nous avons choisi des conditions cliniques qui ont été jugées prioritaires par les kinésithérapeutes. On va parler de cervicalgie et de lombalgie. Il y a un module en kiné respiratoire et un module en réhabilitation cardiovasculaire. Le masseur kinésithérapeute est un professionnel de santé. Il intervient sur prescription médicale. Son rôle dans la prise en charge des cas de lombalgie, douleurs chroniques, cervicalgie et autres est crucial. Le massage, c'est un des éléments qu'on utilise pour faire les soins. Mais dans certains cas, on ne masse pas. Dans les cas d'AVC, on parle de reprogrammation du schéma moteur au niveau central, c'est-à-dire la personne a perdu tout le sens au niveau du cerveau, de la locomotion de son côté paralysé. Ça, ce n'est pas des massages qui vont le faire. Au contraire, dans ce phénomène, il y a ce qu'on appelle la spasticité qui les fait se rétracter et c'est les massages qui engendrent ça. Donc, quelqu'un qui a fait un AVC, il ne faut même pas essayer de masser. La rencontre d'Abidjan des masseurs kinésithérapeutes d'Afrique est aussi un cadre d'échange d'expérience. On dénomme 450 000 masseurs kinésithérapeutes à travers 130 pays. À suivre, le troisième titre de ce journal s'adresse aux abonnés de téléphonie mobile. Il n'y aura pas de nouvelle prolongation après le 30 avril prochain. Les abonnés ont donc 12 jours pour se faire identifier. Passé ce délai, le processus de suppression des numéros non identifiés sera enclenché. Les détails avec l'enseignant Bakayoko. La deuxième campagne d'identification des abonnés devait initialement s'achever le 31 mars 2018. Mais à cause des problèmes liés en grande partie aux difficultés dans l'établissement des pièces d'identité, le gouvernement a exceptionnellement prorogé la fin de l'opération au 30 avril prochain. Si fin avril, quelqu'un n'est pas identifié conformément au décret, il a mai et juin pour se mettre en règle pendant qu'il reçoit des appels mais il ne met pas. Passer ce délai, fin juin, le numéro peut le jeter. Dans un contexte de lutte contre le terrorisme et la cybercriminalité, les pouvoirs publics veulent éliminer les cartes SIM mal ou non identifiées sur le réseau. C'est important pour la sécurité de l'État. On ne peut plus jouer avec. Chez nous ici, bon, je dois dire qu'on plaisantait avec. Moi, je suis allé en Corée, je n'ai pas pu donner un coup de fil jusqu'à ce que je suis revenu. Je suis allé au Japon, c'était pareil. Pour cette opération d'identification des abonnés, l'autorité de régulation des télécommunications a prescrit l'unique usage des pièces biométriques, restreint l'identification aux seuls locaux des opérateurs télécoms et de leurs prestataires agréés. À ce jour, environ 65% des 32 millions d'abonnés ont déjà été identifiés. Dans ce 20h également, ce séminaire régional sur le déploiement de la télévision numérique terrestre TNT dans les pays membres de l'UEMOA et en Guinée. Comme recommandation, les participants ont décidé de la mise en place d'un cadre de coopération sous-régionale en vue d'accompagner le processus de migration vers la TNT dans les différents pays. Le reportage de Grace Kando. 17 juin 2020, date butoir prévue par l'Union internationale des télécommunications pour basculer vers la télévision numérique terrestre TNT. Le projet concerne les pays membres de l'UEMOA et la Guinée. Pendant 2 jours, la plateforme des régulateurs de l'audiovisuel de cet espace fait le point des avancées. Au thème de la rencontre, des recommandations. Nous avons souhaité une collaboration, une concertation permanente entre les différentes instances de régulation de l'audiovisuel dans l'espace UEMOA. Nous avons également souhaité que les États membres de l'Union monétaire ouest africaine coordonnent leurs actions pour une mobilisation efficiente des fonds afin d'accompagner le déploiement du numérique dans les pays membres de l'Union monétaire ouest africaine. Nous avons également préconisé qu'il y ait une harmonisation de la législation
sur la régulation de l'audiovisuel dans l'espace UEMOA. Nous sommes, je peux dire, assez avancés de part et d'autre, suivant les pays. Il y en a qui ont déjà fait de grands pas. Il y en a qui sont en train de démarrer. De toute façon, on peut se féliciter à travers cette rencontre d'avoir un panorama de la situation à travers nos différents pays. Il faut qu'on se mette ensemble pour essayer d'avoir une évolution un peu harmonisée au niveau de l'espace. Le secrétaire permanent de cette plateforme salue la qualité des travaux sur le déploiement de la télévision numérique terrestre. Ce séminaire a été très enrichissant. Nous avons appris des uns et des autres, nous donnant ainsi les meilleurs outils de régulation dans l'environnement numérique. Cette rencontre est un nouveau point de départ pour notre plateforme, dont l'utilité nous paraît plus que jamais évidente. Les expertises et expériences recueillies au cours de ce séminaire régional seront consignées dans un guide pratique. Ce guide servira de base de données. Autre actualité, l'école ivoirienne pour les sourds a de nouveaux bâtiments, un don d'une société spécialisée dans la fabrication de matériaux de construction. Jean-Claude Kouassi, ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, a inauguré officiellement ces bâtiments. Sephora Zegui et Patricia Omouetia. Ils n'entendent pas, mais ils réussissent à danser au rythme des sons émis par les tambours. Ces enfants, issus de l'unique école ivoirienne pour les sourds, sont heureux de recevoir de nouvelles salles de classe et dortoirs. Un don d'une entreprise de la place qui vient améliorer leurs conditions de vie et d'apprentissage. Un bâtiment R+1 comportant 4 dortoirs, un bâtiment de 4 salles de classe pour le primaire, 2 salles de classe pour la maternelle, un bureau pour les éducateurs et un préau, tous construits et réhabilités par cette entreprise spécialisée dans la fabrication de matériaux de construction. Je vous dis merci à monsieur le ministre qui est venu nous offrir des salles de classe. Il nous a montré vraiment par ce geste qu'il nous aime. L'établissement souffrait de la vestité et de la pauvreté en infrastructure d'accueil. Cette cérémonie de réception d'ouvrage est une opportunité de lever le voile qui couvrait l'école ivoirienne pour les sourds depuis des décennies. Un don qui, selon Alice Maël, directeur général adjoint de l'entreprise, va permettre à sa structure de contribuer par son action au développement socio-économique de la commune de Yopougon qui a vu naître son groupe. C'est une fierté pour nous. Notre usine est située à Yopougon. Donc je pense qu'on a le devoir d'accompagner les écoles et tout ce qui suit dans le cadre social de la commune de Yopougon. Jean-Claude Kouassi, ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, a exprimé sa gratitude aux donateurs. Il appelle tous les opérateurs économiques vivant en Côte d'Ivoire à leur emboîter le pas. Je suis heureux et fier de pouvoir compter sur des personnes de bonne volonté comme vous pour nous aider à redonner espoir à nos enfants en situation de handicap, en les rétablissant dans leurs droits fondamentaux, je dirais même dans l'ensemble de leurs droits fondamentaux, dont le droit à l'éducation. L'école ivoirienne pour les sourds existe depuis 1974. Elle est la seule qui accueille les enfants en situation de handicap sensoriel en Côte d'Ivoire. Par manque d'infrastructures, elle ne peut accueillir tous ces enfants en difficulté. Avec l'ensemble des travaux effectués par cet opérateur économique, elle a vu sa capacité d'accueil passer de 180 à 315 pensionnaires. L'internat, qui accueillait 80 enfants, pourra contenir maintenant 160 places. Et puis le tour de l'actualité dans le monde en bref. Première destination, le Zimbabwe. Le pays a célébré ce mercredi son indépendance pour la première fois sans Robert Mugabe. Le récit d'Olivier Irié et Abou Sanogo. Le Zimbabwe a célébré ce mercredi au stade d'Harare sa première fête de l'indépendance sans Robert Mugabe au pouvoir depuis 1980. Dans le discours qu'il a prononcé, le nouveau chef de l'État, Emmerson Mnangagwa, a réaffirmé son engagement d'organiser des élections générales libres et justes cette année. Le principal parti de l'opposition, le Mouvement pour le changement démocratique, a assisté aux célébrations de l'indépendance
mettant fin à un boycott de plusieurs années sous l'ère Mugabe. Les élections présidentielles et législatives en Turquie auront lieu le 24 juin prochain. Cette annonce a été faite ce mercredi par le président Recep Tayyip Erdogan lors d'un point de presse qu'il a animé à Ankara. Pour le président turc, la tenue de ces élections un an et demi avant la date de novembre 2019 prévue initialement vise à faire face à la situation en Syrie et à la nécessité de prendre rapidement des décisions sur l'économie. Pour terminer, le numéro 2 de l'exécutif cubain, Miguel Díaz-Canel, a été désigné ce mercredi comme seul candidat pour succéder au président sortant Raúl Castro, qui s'apprête donc à céder le pouvoir demain jeudi. Et c'est la fin de ce 20h supervisé par Hervé Blé et Adama Kone, à la réalisation Backer et au prompteur Aurélia Drupula. Merci de votre fidélité. Bonne soirée à tous. On se retrouve demain, si Dieu le veut.